long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Et non, aujourd'hui, exceptionnellement, pas de CQFR. Draft oblige, on a décidé carrément de faire un podcast long format avec Shai et Antoine pour revenir sur tout ce qui s'est passé dans cette grande soirée de draft 2023. Il y a eu bien sûr tous les jeunes joueurs qui ont été appelés. Il y a eu aussi dans ces derniers jours des trades assez importants sur lesquels on avait à cœur de revenir en détail. Donc je suis rejoint par le backcourt de l'équipe Rivers Basket Session, Shai Mamou, Antoine Pimel, sur le pied de guerre toute la soirée d'hier. Je ne sais pas si vous les avez suivis lors du live sur Twitch. Si c'est pas le cas, vous pouvez choper le replay, ça vaut vraiment le détour. Pas trop cassé les deux, tout simplement pour commencer, pas trop mort. La nuit a été courte, mais ça va aller. Hein. Écoute, on a l'habitude tous les ans à ce jour-là de la draft, c'est normal. Hein. Ouais, moi ça va, en forme. Ouais, mais toi, tu prends des stéroïdes si c'est plus facile. On va enchaîner direct sur draft 2023. Aucune surprise en ce qui concerne le premier pick. C'est donc Victor Wembanyama, comme on le savait, comme on s'y attendait, qui a été choisi en première position par les San Antonio Spurs, devenant au passage le premier Français de l'histoire choisi aussi haut, l'un des rares non-américains à avoir été sélectionné à cette position. Pas de surprise, il y avait quand même pas mal d'émotions au bout du compte. Du côté de Victor, est-ce que ça vous a surpris un petit peu? Comment est-ce que vous avez vécu la soirée draft de Victor? C'était un peu surprenant. En fait, j'allais dire que c'était surprenant de le voir lâcher un peu prise et pleurer alors qu'il sait depuis un an qu'il va être numéro 1 de la draft, mais quand on voit l'émotion qu'il avait manifestée quand il était allé dire au revoir aux supporters de Nanterre pour son dernier match là-bas, il avait pleuré aussi. En fait, même s'il est en contrôle, c'est quand même un mec qui a des émotions et qui veut pas spécialement les masquer. Donc, mais c'était sympa de le voir après directement en interview avec son frère et sa sœur. Enfin, il y avait la famille, tout ça. C'est plutôt cool. Après, il a multiplié les interviews en essayant de rester le plus frais possible, mais c'est quand même pas facile. Mais non, c'était sympa. Ça reste un moment historique. Je veux dire, même s'il n'y a pas de surprise, le simple fait d'entendre les mecs, les commentateurs américains et même les commentateurs français dire un Français numéro 1 de la draft, même si ça fait un an qu'on le sait. Ouais, from France. Adam Silver, il a dit from Nantar. C'est dur un peu. Faut qu'il bosse un peu son français. Parce que j'entendais même J.J. Redick qui comparait les stats de Victor à celles de Rudy Gobert à leur sortie du championnat de France. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire pour nous, mais leur situation était tellement pas les mêmes dans leurs clubs respectifs à l'époque. Ah ouais. Je veux dire, Rudy était encore un joueur qui faisait la rotation purement défensivement, etc. Alors que Victor, c'était la pièce centrale de l'effectif de Boulogne. Tu sens que ils ont beau faire des efforts, ça reste dur pour les Américains de comprendre ce qui se passe en dehors de leur territoire, quoi. Ouais, c'est clair. Clairement. Après, je pense pour l'émotion, peut-être aussi, il y a des mois de pression et c'est peut-être le seul moment où tu peux relâcher. Ces soirs-là, tu sais qu'après, tu repars direct. Tu es tout de suite dans un autre état d'esprit. Une fois que ça commence, une fois que tu es drafté, tu sais que tu as la Summer League, tu as toutes les ambitions de la conquête presque. Je pense que c'est presque une conquête qui attend Victor Wembanyama. Du coup, là, c'était le moment où tu peux te lâcher, où tu peux pleurer, où tu peux enfin réaliser un peu tout ce que tu as accompli. Je pense que la saison, elle est allée tellement vite. Il a dit que c'était ça fait un an qu'il le sait, mais est-ce que tu as vraiment eu le temps de réaliser par l'histoire de la loterie? Il a dit que c'était le plus bel accomplissement de sa vie. Enfin, et à la limite, c'est presque ça le truc le plus surprenant. Il a l'air d'être tellement programmé pour aller réaliser des trucs incroyables que là, c'est que le début. La draft, c'est la première étape, mais il a quand même il a quand même été ému par le truc et c'était assez beau à voir quand même. Après, il y a l'énorme pression quand même qui a accompagné toute sa saison. Je comprends qu'il y a un petit peu, t'as beau savoir que ça va se passer jusqu'à la dernière minute, t'as quand même un peu de stress. Puis là, c'est maintenant que ça commence pour de vrai. En tout cas, son aventure NBA, sa carrière a déjà commencé depuis un petit moment. Et puis là, la suite ça va aller encore très vite entre effectivement le voyage à San Antonio, signer le contrat, rencontrer tout le monde. Puis derrière, il y aura quand même la préparation pour la Coupe du Monde, Summer League un petit aussi. peu de Summer League sans doute, exactement, Antoine. Et puis, je sais pas s'il va la jouer. Est-ce qu'il va la jouer la Summer League? Il a dit qu'il allait la jouer lui. Okay. Il va jouer 2 matchs. Il va jouer 2 matchs comme tous les first. C'est possible.
Ça Non, dépendra vas-y, de son état de forme, effectivement, et de ce que les Spurs auront en tête. Mais ouais, oui, il avait annoncé, effectivement, Antoine, qu'il avait l'intention de disputer quelques matchs de Summer League. Ouais. Il a aussi dit qu'il allait faire, enfin là il va aller à San Antonio, mais il va aussi faire des allers-retours pour les sponsors et tout. Enfin, la machine va commencer. Il faut être bien accroché parce que déjà il y avait beaucoup de sollicitations auxquelles il répondait pas tout le temps. Il arrive à bien gérer ça, mais c'est un challenge là, tout ce qui va s'enchaîner pour lui entre bah, les impératifs en NBA avant la saison, la sélection, c'est un autre paramètre à gérer auquel on pense pas forcément. Il y aura C'est peut-être clair. un petit coup de fatigue à un moment, quoi. Ouais, il risque d'y avoir un coup de barre, ouais, c'est clair. C'est Ouais. vrai que bon, voilà, pour le premier pick, c'était l'une des drafts sur lesquelles il y avait le moins de questions, peut-être avec Ouais. celle de LeBron en 2003 ou celle de Zion plus récemment. Là, c'est les exemples qui me viennent en tête, vraiment comment dire, de draft où tu savais quand même dès le départ qui serait pris numéro 1. Par contre, en 2 et 3, ça a été serré jusqu'au bout. Qui Charlotte allait choisir entre Scoot et Brandon Miller. Finalement, Charlotte est restée sur ce qu'on avait un petit peu saisi au fil des semaines. Ils ont fait le choix de sélectionner Brandon Miller et donc Scoot prend la direction de Portland. Au final, est-ce que c'est une surprise pour vous? Qu'est-ce que vous pensez finalement de cet état de fait qui place Victor en 1, Brandon Miller en 2 et Scoot en 3? Est-ce que c'est la logique selon vous? Quel est votre sentiment? Antoine, t'es content, toi? Moi, je suis content, bah, clairement. Je suis très content que Portland se retrouve avec Scoot Anderson plutôt que Brandon Miller. Et c'est même pas nécessairement une pique envers Brandon Miller. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle chez les Hornets. Je comprends la logique de prendre Brandon Miller, un ailier, un scoreur, potentiellement un meilleur fit que Lamelo. Même si nous, je pense ici dans la rédac, on est tous partisans du... Quand tu pioches dans le top 5 ou dans le même presque jusqu'à top 10, en tout cas top 5 sûr, tu prends le meilleur joueur disponible et pas le meilleur fit. Mais tu mises vraiment sur le plus gros talent. Après, si eux estiment qu'il n'y a pas une si grosse différence que ça entre Miller et Anderson, bon là, tu peux effectivement miser sur le fit. Mais ce qui m'interpelle vraiment, j'y viens du coup maintenant, pourquoi c'est Michael Jordan qui avait le choix final dans cette décision, qui avait le dernier mot sur cette décision, alors que, il part dans quelques mois, 2, il a quand même un historique catastrophique de sélection de talent, c'est pas du tout son point fort. Michael Jordan, ça a été le meilleur joueur de tous les temps, ok, super. Par contre, pour ce qui est de diriger, il est pas ouf, et 2, repérer les talents, il est catastrophique. Et là, on lui laisse le dernier mot. Kupchak, le GM, l'a reconnu, a dit ouais, c'est Jordan qui aura le dernier mot, alors que dans quelques mois, il sera même plus à la tête de la franchise. Et tu prends une décision qui concerne l'avenir de la franchise. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'étonne. Et du coup, voilà, je pense que Brandon Miller est peut-être un super basketteur. Maintenant, est-ce qu'il peut devenir une puissance, un joueur qui vraiment révolutionne ta franchise, qui la tire vers le haut pendant des années et des années? Ça, j'en suis moins sûr. J'ai un peu plus de certitude sur Scoot Anderson à ce niveau-là. Faut que ce soit un jeu. Enfin, déjà qu'il arrive à éviter les ennuis, ça paraît être une évidence, mais c'est pas si simple parce qu'il a réussi à en avoir à la fac. Puis il a la personnalité qui va avec le mec pour lequel tu redoutes ces choses-là. Il est quand même très sûr de lui, un peu extraverti. Tu sais, là, dans les interviews, il était très très conscient qu'il sortait des phrases qui pouvaient un peu choquer, des phrases sur le basket. Je parle pas de trucs en dehors, mais tu sais. Il a martelé sur chaque chaîne, chaque média, il disait ouais, mon goat c'est Paul George. Enfin, même limite quand on lui demandait pas, tu vois. Il reprenait ses trucs. Je sais pas, j'ai une vibe bizarre avec lui. Faudrait que j'arrive à me concentrer un peu sur le basketteur qui est excellent et très prometteur. Et même sur le fit, même si je considère aussi que Scoot Anderson a un talent peut-être plus électrisant là sur le papier, il va peut-être plus vite se faire remarquer. Prendre un ailier qui a toutes les qualités de Brandon Miller, ça a plutôt du sens par rapport à ce dont dispose déjà Charlotte, en fait. Ouais, c'est clair, j'ai l'impression qu'effectivement, comme tu le sous-entendais, Antoine, Charlotte a estimé que finalement la différence de talent n'était pas énorme entre Scoot et Brandon Miller. Le potentiel est énorme pour les deux. Effectivement, je pense que le choix alors je me fais pas l'avocat du diable, mais du côté de Charlotte, tu peux dire qu'effectivement, avec Brandon Miller, tu as un fit qui est évident avec Lamelo Ball. Voilà, c'est quand même un joueur qui fait 6 pieds 9. Scoot Anderson est quand même un joueur de petite taille, enfin ça reste un meneur de petite taille qui peut être assez vite ciblé défensivement, du moins le temps qu'il s'acclimate au niveau de la NBA. Donc je pense que ça avait quand même du sens pour Charlotte. Pour le choix de Michael Jordan, c'est vrai que c'est une question hyper légitime, Antoine. La chose là encore que je trouve intéressante, c'est que j'ai trouvé que
avec Jordan avait plus fait confiance à Mitch Kupchak qu'à ses GM précédents. Et que voilà, je respecte quand même. Je trouve que Mitch Kupchak est quand même un GM qui a plutôt l'œil pour le talent. Donc voilà, ça me semble pas aussi fou que toi. Du moins, j'ai pas été choqué à ce point-là par cet état de fait. Ça va être intéressant parce qu'effectivement, je pense que pour Brandon Miller, le talent et le potentiel sont quand même énormes. La question, c'est vraiment la question de la maturité. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à discerner, à deviner. Parce qu'en fait, il y a des joueurs où ça clique dès qu'ils tombent dans le bon vestiaire avec les bons joueurs autour. Et d'autres qui captent jamais le truc. Ça reste, bien entendu, c'est là que ça se joue du côté des Hornets. Mais justement, c'est pas Kupchak qui avait le dernier mot. Hein. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est Jordan qui a le dernier mot, mais je veux dire, c'est quand même Kupchak qui a fait tout le travail de fond. Et si Kupchak dit à Jordan, je pense que c'est lui qu'il faut prendre. C'est ça que je voulais dire en fait. Mais moi, je pense surtout que Jordan a continué de prendre les décisions parce que dans les faits, il va pas lâcher prise avant quelques mois pour pas dire plus. On sait pas exactement au bout de combien de temps il sera plus majoritaire. En plus, il va pas totalement se désengager. Je crois qu'il va garder un rôle, il va garder quelque part quand même. Mais les autres sont peut-être pas encore. Quand tu vois, à Minnesota, ils sont arrivés combien de temps après ils sont entrés dans le capital petit à petit, à 10, 20%, et après, ils ont commencé à prendre le contrôle et à prendre les décisions. Mais peut-être que Jordan a encore le temps de faire des conneries, finalement. En tout cas, du côté de Portland, effectivement, je pense que c'était ce qu'ils espéraient. Eux, ils avaient clairement ciblé Scoot Henderson. Gros talent, bien sûr. Potentiel vraiment intéressant pour Portland. Maintenant, je pense que là, les yeux vont être braqués quand même sur les Blazers pendant toutes les prochaines semaines pour voir ce qu'il en est de Damian Lillard, quelle direction prend la franchise. Est-ce que vous avez un sentiment par rapport à tout ça? Je sais qu'on en a parlé un petit peu lors des CQFR le matin, mais au bout du compte, maintenant que la draft est passée, maintenant qu'on sait que Dame n'est pas parti, en tout cas le soir de la draft, comment est-ce que vous voyez un petit peu les choses du côté de Portland? Pour moi, ça change rien du tout avant la draft. On l'a dit, on l'a dit qu'il n'y aurait pas de transfert de Damian Lillard le soir de la draft. On a dit que le troisième pick, il serait sans doute pas non plus transféré le soir de la draft. C'est des deals trop compliqués à mettre en place. C'est des trucs qui sont forcément prolongés sur l'été. Moi, je pense que Portland a intérêt en finale à ne pas transférer ce pick, à ne pas transférer Scoot Anderson, quoi qu'il arrive. Sauf s'il y a vraiment une offre démente. Mais ça n'arrivera pas. Il n'y a pas une équipe qui va sacrifier un joueur All-NBA pour Scoot Anderson aujourd'hui. Je pense qu'il y a des deux côtés, les parties seront réticentes. Donc, quand tu as d'un côté une franchise qui va être là, est-ce que j'envoie vraiment mon jeune? Et quand de l'autre va être là, l'autre partie va être là, est-ce que j'envoie vraiment ma star? Aucune des deux le fera. Tout le monde va demander plus. Chacun va être sur la défensive. Il n'y aura pas de deal. Je pense vraiment que Scoot Anderson, il ne sera pas transféré. Du coup, tu peux arriver à l'idée de te dire... est-ce que je sais pas, 22 juillet, finalement, Damian Lillard, il se rend compte que c'est pas possible et il demande son trade. Mais très sincèrement, si Damian Lillard, il pouvait cohabiter avec Anthony Simons dans le backcourt, je me dis, il peut le faire avec Scoot Anderson, en fait. Après, Simons, c'est un meilleur shooter et c'est un joueur qui est prêt. Il était à 21 points par match l'an dernier. Mais je me dis qu'il y a un monde où tu peux quand même renforcer l'équipe en re-signant Jeremy Grant, en transférant peut-être Simons pour un joueur fort. Bon, voilà, on a vu que la piste Siakam, elle commençait à s'éloigner, mais tu peux encore essayer de renforcer cette équipe sans être en mesure de jouer très gros. Mais voilà, et après, c'est à Lillard de faire son choix. Est-ce que je suis prêt à être le mentor de Scoot Anderson et à commencer et à être à ses côtés? Et on a un backcourt qui est au final pas si différent de celui que j'avais avec Simons. En tout cas, je suis Portland, je ne transfère pas ce pick. Le son de cloche, c'est quand même qu'il n'est toujours pas intéressé par le youth movement, comme ils disent, comme Brian Winders dit. Et d'un côté, comme on le dit plein de trucs contradictoires. Ouais, c'est contradictoire. C'est toujours cette lutte pour l'image, pour pas être celui qui va faire la demande. On est encore là-dessus. La franchise continue de dire on fait tout pour. Donc ils entretiennent l'idée de peut-être transférer le pick et d'autres joueurs. Lillard de son côté fait pas de demande formelle pour pas être le gars qui leur met une pression insoutenable et faire le gars. C'est toujours pareil. Jusqu'à quand ça va durer? Tu parlais de mi-juillet, fin juillet, peut-être que juste avant le début de la saison, on n'est pas à l'abri de ça. Harden, il l'avait poussé assez loin. Il avait commencé assez proche du début de saison son opération. Sortez-moi de là. Donc c'est peut-être pas. Il y a peut-être encore du temps. Il leur laisse peut-être aussi le temps de faire des moves, mais j'ai du mal à avoir une marge de manœuvre énorme pour que ça donne une équipe qui
visent le titre, c'est difficile. Ouais, d'autant que si finalement, en fait, finalement, il n'y a pas forcément d'urgence non plus du côté de Portland. Comme tu dis, Antoine, je pense que ils ont bien fait de prendre, ce pic. Maintenant, ils ont la capacité à la fois de contrôler leur présent et leur avenir. Il y a quand même avec Shandon Sharp, avec Scoot Anderson, deux joueurs au talent et au potentiel énorme autour desquels reconstruire. Je pense que le problème d'Anthony Simon, c'est qu'il est il est un peu entre deux chaises, quoi. Il est pas assez fort pour que tu te dises, bah, c'est vraiment une option, une deuxième option sûre qui peut t'emmener très loin. Et en même temps, il est quand même plus fort que ce que les gens pensent. Maintenant, quand on voit un petit peu les rumeurs de trade, tu te dis, mais en fait, j'ai l'impression que limite, il est un petit peu, on oublie un petit peu ce qu'il est capable de faire offensivement, en tout cas sur un terrain. C'est quand même un joueur très fort, hein, qui est encore très jeune. Donc, Portland a plusieurs cartes en main. Voilà. Finalement, je serais pas si étonné que la saison NBA commence avec cet effectif plus ou moins de Portland ou à peine modifié et que ça se règle peut-être aux alentours de la trade deadline pour l'avenir de Damian Lillard en fonction de ce que les jeunes peuvent montrer, en fonction de ce qui se passe dans la ligue. On a bien vu encore cette année, je pense que c'était une des saisons régulières les plus imprévisibles qu'on ait vues. La seule logique finalement, c'était le parcours de Denver, qui a été très fort du début à la fin et qui a été champion. Mais autour, c'était vraiment les montagnes russes dans tous les sens. Donc voilà, je sais pas s'il y a urgence finalement pour Portland. Alors pour Damian Lillard, c'est autre chose, mais pour Portland, je sais pas s'il y a urgence à trancher, quoi. Ouais, et puis ils vont quand même observer le niveau de Scoot Anderson d'entrée, quoi. Si c'est déjà arrivé que des rookies soient forts tout de suite, et vu qu'il n'aura pas la pression, si Lillard est là, hein, évidemment, il n'aura pas la pression d'être le gars qui porte la franchise sur ses épaules et d'être tout de suite un rookie unique en son genre. Enfin, s'il arrive déjà à être le deuxième contributeur de l'équipe et à faire un peu de spectacle, enfin, autour de la franchise, après l'atmosphère elle change, et s'ils sont tout de suite même ne serait-ce que dans le top 8, s'ils arrivent à être un peu dans ces eaux-là, que ça fonctionne bien, pourquoi pas. Moi, sur le papier, l'équipe est pas du tout horrible. Moi, j'adore Jeremy Grant, Simon, s'il a quand même du talent, il faut qu'il se renforce un peu autour, mais après, ça fait pas un contender, quoi. C'est juste ça. Et on sait pas à quel degré de renfort Lillard souhaite. C'est toujours ça. Pour l'instant, il veut pas trop se livrer là-dessus pour pas qu'après on lui reproche des choses. Donc, on verra. Mais Anderson, c'est très bien. Moi, les images du workout avec Portland, j'avais été assez bluffé. C'est vraiment une bête physique. Ce premier pas qui est assez dingue. Donc, je suis très content qu'il aille là-bas et pas à Charlotte, où je pense que même s'il est peut-être plus talentueux sur le papier que Miller, il aurait peut-être pu se marcher un peu sur les pieds avec la mélo, même s'il est plus créateur. Enfin bon, voilà, on verra. Ouais, ce qui est intéressant pour finir, c'est comme du côté de Portland avec Scoot Anderson, je trouve que finalement il est vraiment dans le moule un petit peu des joueurs sur lesquels les Blazers ont pu miser par le passé à la draft. Si je pense à Brandon Roy, si je pense à Damian Lillard ou Scoot Anderson, c'est vraiment à chaque fois des joueurs qui, de ce qu'on entend de Scoot Anderson, ont vraiment la tête sur les épaules, qui sont des mecs qui vont travailler, qui vont bosser, qui sont sérieux. Ça, je trouve ça intéressant quand tu es un petit marché, encore une fois. On parle tout le temps de culture, etc. Des fois, c'est un peu galvaudé comme terme, mais je trouve que voilà, c'est intéressant quand tu as une franchise de ce type-là, de pouvoir miser sur des gens où tu dis, bon, bah, ils vont coller avec ce qu'on essaie de mettre en place et on mise sur eux dans la durée, quoi. Donc, voilà, bon, à voir, hein, ça se trouve, demain, il sera échangé. Ce que je voulais me dire n'aura aucun sens, mais je suis surpris quand même. Je vous propose qu'on fasse un petit point sur les Français. Alors voilà, si vous voulez le détail de tout ce qui s'est passé dans la soirée de la draft, je vous invite vraiment à aller sur Basket Session. Il y a le déroulé. Voilà, vous pouvez retrouver le live avec tous les pics, tous les échanges. Il y a tout un tas d'articles d'analyse, de portraits, de présentation de ces joueurs qui ont été sélectionnés hier. Donc, je vous encourage à aller sur Basket Session pour vous familiariser avec tous ces nouveaux noms, tous ces nouveaux visages. Moi, je vous propose à tous les deux de faire un petit point sur les Français. L'autre superbe, alors là pour le coup c'était une surprise oui et non, dans le sens où on avait bien senti que sa cote était en train de monter en flèche. On s'attendait quand même pas forcément à ce qu'elle monte aussi haut. C'est Bilal Coulibaly, le coéquipier aux Metropolitans de Victor, qui a été sélectionné en 7e position, donc drafté par Indiana puis envoyé dans la foulée à Washington. Ça c'est quand même l'histoire, enfin c'est superbe histoire pour Bilal, non? Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Ouais, il a eu une ascension météorique. Il était inconnu du grand public il n'y a pas très longtemps, et le fait c'est un de ceux qui a le mieux appréhendé, qui a le mieux profité de toute la hype qu'il y a eu autour de Victor finalement. Et puis il était proche de lui, et Victor a fait de la pub pour lui à la fin. Je pense que ça a bien aidé quand même, parce que les mecs sont un peu plus penchés sur son cas quand il a dit bah ouais, il est meilleur que les jumeaux Thompson.
il a le même profil, mais il est meilleur. Les gars ils se sont dit, ah ouais, peut-être quand même, il y a quelque chose là-dedans. Alors, il a été pris après eux, mais au final, 7e, c'est le deuxième Français drafté le plus haut, ex aequo avec Killian Hayes. Et puis, on a beaucoup parlé de lui. Du coup, les médias américains sont vraiment penchés sur lui. Et c'est pas. On pourrait penser que Washington, c'est pas fou pour commencer, vu qu'ils sont en pleine reconstruction, mais je pense justement qu'il va avoir du temps de jeu. C'est parfait. Et je pense que il c'est aura des parfait. opportunités. Sur le coup, Indiana, je trouvais ça sympa parce que c'est une équipe qui essaye de progresser, qui est pas trop loin du top 10 quand même de la conférence. Mais Washington, ouais, tu peux carrément faire partie du noyau de l'équipe qui va se reconstruire. C'est super pour lui. Et puis il va jouer avec ton gars Tyus Jones, donc je veux dire, il y aura quand même une structure dans le jeu, quoi qu'il arrive. Moi, je trouve que c'est vraiment parfait pour lui. Excuse-moi, Antoine. Non, pas de souci. Après, bon, il sera derrière Jordan Poole, mais je pense aussi qu'il aura du temps de jeu, clairement. Par contre, dans ce genre de projet, il faut s'imposer vite. C'est ça qui est dur. C'est que tu arrives très jeune. C'est un peu comme quand tu vois Théo Malédon ou Ousmane Dieng sont à Oklahoma City. C'est-à-dire que c'est des équipes, et encore c'est un peu différent pour Oklahoma City, mais c'est des équipes qui vont avoir plein de jeunes, parce qu'elles ont plein de pics, parce qu'elles sont en reconstruction. Donc il y aura plein de talents. Potentiellement, à un moment, ils en prendront un autre à ton poste. Donc il faut très vite se faire remarquer. Et il arrive à 18 ans, alors il a déjà joué avec des pros. Donc lui, pour le coup, c'est pas comme s'il débarquait de nulle part. Mais il faut très vite te faire ta place, très vite te distinguer. Parce que tu n'es pas du tout à l'abri qu'un an après, en fait, à la draft, les Wizards, ils prennent un joueur au plus fort potentiel ou un joueur mieux préparé ou qui saura mieux se mettre en avant juste un an après que tu sois arrivé, que tu aies à peine eu le temps de prendre tes marques en NBA, quoi. Donc ça, c'est un peu le défi. Donc, il n'y a pas de pression d'un côté parce qu'il n'y a pas de pression de résultat à Washington, mais je pense qu'il y a quand même l'intérêt de te montrer vite. Regarde, Killian Hayes est un très bon exemple d'ailleurs. Killian Hayes, il arrive à Détroit et 2 drafts consécutifs, ils prennent des mecs qui jouent sur son poste. Les Wizards vont piocher haut pendant un moment. Il faut vite, sachant qu'il y a déjà un starter potentiel sur son poste, un mec qui peut jouer 35 minutes. Je pense que Jordan Poole, il va avoir énormément de minutes s'il le garde. On verra quelle est l'ambition des Wizards d'ailleurs, parce qu'on parle de tanking. Je pense qu'ils ne seront pas bons, mais Tyus Jones, c'est un joueur solide, et Jordan Poole, c'est quand même un mec qui peut mettre des points. Ils auront quand même un backcourt qui n'est pas mauvais, sachant que Denis Avidia, c'est quand même quelqu'un qui peut apporter du lien, qui maintenant a une certaine bouteille NBA. Daniel Gafford, il y a du talent. Les Wizards seront pas bons, mais ils seront pas nuls en fait. Donc voilà, je pense que c'est pas le mauvais endroit pour commencer, mais voilà, j'attends de voir vraiment pour Bilal Koulibaly. Je souhaite que ça marche, mais En fait, t'as totalement raison t'as totalement raison, pardon, dans ce que tu dis, Antoine. La seule différence, moi, comme je trouve notable par rapport à Théo Malédon et Killian Hayes ou même Frank Ntilikina, c'est que c'est pas un porteur de ballon en fait. Et je trouve que la pression elle est beaucoup plus dure sur un jeune qui va porter le ballon, qui doit créer le jeu, trouver le moment quand scorer, qu'un joueur avec le profil de Bilal. Et c'est vrai que tu parlais de Jordan Poole qui est sur le même poste. Ils ont des profils tellement différents que je pense que voilà, tu peux aussi les faire jouer ensemble. Tu peux, voilà, c'est pas pour dire, enfin, j'enlève rien à ce que tu as dit, Antoine, parce que c'est vrai qu'en NBA on sait que ça va très vite, mais en 7e pick ils l'ont quand même pris bien haut. Je pense que voilà, en tout cas sur cette première saison, ils auront pas d'objectif vraiment de résultats. T'as raison de parler de Gafford, hein, ça va être intéressant de voir lui aussi, de voir ce que Washington en fait, ce qu'il le garde, ce qu'il le garde pas, pour leurs objectifs cette saison. Ce que j'aime bien, c'est que quand même ils tombent dans une équipe qui va vraiment pas chercher à gagner des matchs malgré tout. S'ils en gagnent trop, je pense qu'ils mettront des mecs au repos ou que c'est sûr. tu vas tomber sur des mecs qui vont arrêter de faire des back-to-back ou je sais pas quoi. Et que là, ils sont vraiment, même eux-mêmes, la franchise elle-même est en train de se redécouvrir, de repartir sur un tout nouveau projet. Donc c'est quand même une fenêtre qui est intéressante pour Bilal, je pense. Et il y a un truc qui est intéressant, qui montre qu'ils le voulaient vraiment, c'est qu'ils ont échangé, ils avaient le 8e pick et ils ont monté d'un rang pour avoir le 7e, peut-être parce qu'ils avaient peur de quelque chose. Enfin, pour moi, ils le voulaient vraiment, tu vois. Ils ont échangé avec Washington qui était juste avant et c'est plutôt le signe. Et qu'Indiana, pardon. Indiana et Washington ont échangé leur pick et pour moi, ça montre qu'ils le voulaient vraiment, quoi. Déjà, le prendre aussi haut, c'est un signe, et avoir fait le move pour échanger de place, c'est qui compte sur lui et je pense qu'il va avoir des minutes, quand même. Au passage, est-ce que c'était vraiment malin? Alors, il lâche pas grand-chose, hein, c'est 2 secondes tours qu'il donne, mais Indiana, est-ce qu'ils allaient vraiment prendre Bilal Koulibaly alors qu'ils ont Bénédicte Mathurin? Même si, encore une fois, ils avaient l'air vraiment de vouloir Jaras Wallace, en fait.
Dallas Walker, apparemment, Jarras Walker, ouais. les Pacers. Mais bon, c'est un peu détail. Au final, tant mieux. Je pense quand même que Koulibaly, c'est quand même mieux de commencer à Washington. Et comme vous l'avez dit, quoi, dans un truc complètement en reconstruction. Allez, autre français, alors cette fois-ci au second tour, français suivant sélectionné, Ryan Rupert, sélectionné par Atlanta, envoyé à Portland. Donc là, moins de garantie, hein, forcément, second tour oblige. Vous le voyez, c'est toi, Shai, qui a fait les mock drafts pour Basket Session. C'est logique pour toi, Ryan Rupert, cette sélection en 43e position? C'est un peu bas quand même, hein. Mais bon, pour le potentiel qu'il a, il est déjà très très fort défensivement. Il a joué dans un championnat pro en Australie, donc c'est pas un gamin de 18 ans qui découvrirait le monde professionnel. Il a quand même un peu d'expérience là-dessus. On voit la place qu'il y a pour le développement, là où il va travailler pour progresser. Tout le monde s'accorde à dire qu'au niveau mentalité, on connaît la famille, hein, et on voit sa sœur qui a très bien réussi ses débuts dans le monde professionnel. Lui, il m'a l'air d'être fait dans le même moule. Et donc avec le potentiel qu'il a, moi je pensais qu'il serait pris avant. Donc c'est un peu, c'est décevant sans être décevant. Je pense que ça n'exclut, on va pas exclure qu'il ait sa chance en NBA rapidement, mais après à Portland, ça va dépendre de ce qui se passe là-bas aussi. S'ils sont en full reconstruction et avec des jeunes qu'ils trade Lillard, là il y a de la place. S'ils jouent tout de suite quelque chose, s'ils veulent monter un effectif plus ambitieux, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Mais c'était triste parce que c'était le dernier gars dans la green room, il n'y a plus personne à part lui. Donc j'étais quand même content qu'il soit pris. On sait jamais, tu sais, parfois il y a des mecs qui vont sur place et puis ils sont même pas appelés. C'est dur ça de toute façon. Ça arrive, hein. Mais oui, mais je pense que c'est trop bas. C'est trop bas par rapport à ce qu'il peut déjà faire et par rapport à ce qu'il va faire après. Peut-être que dans quelques années, on se dira, attends, ils l'ont eu en 43, c'est quand même bien joué. Je me demande si les Nuggets n'auraient pas pu le prendre avec leur 32e pick. Peut-être. Un mec qui défend un peu comme ça. Après, moi, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si Portland, ça dépend vraiment de la direction qui est prise, quoi. Oui, si tu reconstruis, effectivement, là, tu peux te dire qu'il aura des opportunités. Mais là, dans l'état, je me dis que Ryan Rupert, en fait, il va passer beaucoup de temps en J-League. Il y a Matisse Thybulle qui est sur le même profil, avec plus d'expérience, avec le même agent que Lillard, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, après, Thybulle, il est plus petit. Rupert, il peut jouer sur les postes... il peut jouer sur du 3-4. Mais Thybulle aussi, il peut défendre. Oui, Thybulle aussi, ouais. Je sais pas. Honnêtement, si les Blazers soit se renforcent, soit restent pareil, je me dis qu'il aura du mal à se faire sa place. En fait. Ça peut être du draft and stash et qui commence sa carrière, qui reprenne sa carrière pro ailleurs tout en étant lié à la franchise, c'est possible. Mais oui, c'est un peu décevant parce que beaucoup de G-League. Beaucoup de G, ouais. Ouais, en sachant. En plus, la G-League, c'est moins fort que le championnat australien. Donc, c'est dommage. Enfin, c'est pas une différence. Ça n'a pas une progression pour lui. C'est pas une progression folle, je trouve. Donc, je sais pas si c'est intéressant. Après, peut-être qu'il va faire le training camp, qu'ils vont se dire, quand même, il est chaud, vu ce qu'il apporte. Puis voilà, Portland, on a vu, défensivement, c'était un peu la cata. Donc, un joueur qui peut apporter ces choses-là dans la rotation, même s'il a dit que 10 minutes la première saison, c'est bien déjà. Donc, on va voir. Ça présage peut-être pas forcément de ce qui sera réellement son temps de jeu ou son importance après. En tout cas, moi, je l'aurais pris plus haut que ça, c'est sûr. Et donc, et pic suivant, 44e, Sidi Sissoko, direction les Spurs pour lui. Voilà, donc il était, et pour le coup, il jouait en G-League déjà, Sidi. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est pas, je trouve que c'est pas inintéressant connaissant l'intérêt que les Spurs ont pour les joueurs français, leur capacité à aller chercher des mecs au deuxième tour. Et puis là encore, c'est une équipe qui est en semi-reconstruction. Il y a déjà une base quand même, il y a quand même un projet de jeu. Mais on sait que c'est une équipe pour le coup qui sait prendre des prospects et les faire travailler avant de les intégrer à sa rotation. Qu'est-ce que vous en pensez pour Sidi? Vous pensez qu'il risque d'avoir une place dans le roster dès cette année ou c'est un projet long terme? Moi, je pense qu'il peut. Hein. Il peut parce qu'autour, ça reste un peu en construction. Enfin, on ne sait pas exactement sur quoi s'appuyer. Ils se disent un autre Français. Il a ses grosses qualités, c'est sur l'énergie, l'intensité, la défense. Il est déjà très bon défensivement. Il y a carrément moyen. Moi, là aussi, je l'attendais plus haut que ça. Et je pensais qu'une équipe essaierait de le faire venir avant. Donc, je trouve que c'est un bon coup pour les Spurs, quelle que soit l'importance immédiate qu'ils lui donnent. Mais
Je trouve ça très bien. C'est un bon spot pour lui. À San Antonio, ils estiment beaucoup je pense, la valeur travail un peu qui est là pour progresser, qui se donne à fond. Il peut très bien jouer cette année. Je ne serais pas surpris qu'il soit dans la rotation cette année. En fait, moi, je suis toujours d'avis de me dire que c'est mieux d'atterrir dans une franchise qui a une direction claire, et c'est un peu ce qu'on met en avant là depuis le début. Tu vois, pour Washington, tu te dis au moins tu sais à quoi t'attendre. Là, c'est pareil à San Antonio. Tu sais que tu auras une opportunité. Et c'est pour ça que Ryan Rupert, je suis un peu plus sceptique, mais c'est pas sur lui. Au final, c'est sur la situation dans laquelle il se retrouve. Là, Sidi Sissoko, après, pour la place dans la rotation, je me dis que ça peut être compliqué, mais d'un autre côté, par contre, il est sur un profil qui a, tu vois, le côté energizer, qui a pas forcément aux Spurs. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup non plus de minutes à prendre derrière les Johnson, Vassell, Braham, ou je ne sais plus comment c'est, Malaki. Ils ont un autre Branham. Branham, pardon. Ouais, Branham. Tu vois, ces gars-là vont prendre la plupart des minutes sur les postes 2, 3, 1, avec Trey Jones. Mais bon, voilà, il peut quand même avoir effectivement ce rôle en sortie de banc où tu joues 10, 15 minutes. Et si tu te fais remarquer sur 5, 6 matchs de suite, en fait, derrière, tu peux vraiment gagner ta place dans la rotation. Après, bon, je pense qu'il fera encore des passages en G-League lui aussi. C'est souvent le lot de façon des mecs draftés au deuxième tour. Mais il y a une petite carte. Ouais, ce que j'aime bien, c'est comme vous, je serais quand même surpris qu'il arrive à se faire une place dès cette année dans la rotation. Par contre, ce que j'aime bien à San Antonio, c'est que même les joueurs qui vont jouer en G-League, il y a un vrai programme pour eux. Il y a un vrai programme de progression et de travail. C'est pas simplement va mettre 35 points en G-League et si tu n'y arrives pas, on ne te réintègre pas. C'est vraiment une des franchises qui est mieux organisée pour ça, avec peut-être les Raptors, voilà, des équipes qui savent se servir de leur équipe de G-League et en même temps qui donnent aux prospects en lesquels ils croient vraiment les moyens techniques de progresser. Donc, bon, à suivre. Je pense que ça sera peut-être plutôt pour la saison suivante qu'on pourra voir où il en est de ses progrès. Mais en tout cas, intéressant. Dernier joueur non, mais on peut parler rapidement de Nadir Ifi, qui pour le coup a pas été sélectionné, le nouveau joueur du Paris Basketball. Vous pensiez qu'il avait une chance quand même d'être tenu dans cette draft? Ou c'était un petit peu... ça partait loin? Ouais, il avait fait des bons workouts, je crois. Enfin, il s'était fait remarquer, mais en même temps, il avait déjà signé pour le Paris Basket pour la saison prochaine, donc je pense pas que c'est pas ultra surprenant qu'il ait pas été pris. Et ça n'empêchera pas à l'avenir d'aller jouer au NBA s'il s'avère qu'en Europe il est vraiment bien, que son jeu est toujours aussi adapté à la NBA. Enfin, il est encore jeune, il a pas beaucoup de saisons derrière lui. Donc non, je suis pas surpris qu'il ait pas été drafté. C'est toujours un peu mystérieux les plans des équipes. Une fois que tu arrives au deuxième tour, c'est pas trop de... Donc non, je suis pas surpris et je pense qu'on le verra peut-être un jour si sa carrière continue sur la même ascension qui est très très intéressante. C'est un beau joueur. Non, moi non plus, je suis pas du tout surpris. Je pense que déjà, en fait, tu lui rajoutais 10 cm. Là, peut-être qu'il y avait moyen qu'il soit pris, mais 1m84, même s'il a un profil taille NBA, je pense que c'était quasiment acquis qu'il allait pas être drafté. Par contre, effectivement, c'est quand même un mec qui est fort scoreur, fort sur pick and roll, bon de loin. Il a un profil NBA. Je ne sais pas s'il a la taille NBA. Malheureusement, il y a encore tu vois, cette limite, cette restriction et presque ce cliché. Mais s'il cartonne en Europe, tu te dis que Nadir Ifi, il peut à un moment se retrouver dans un gros club européen. Tu vois, il y a des étapes, quoi. Là, tu vois, il va jouer maintenant pour le Paris Basket, peut-être à un moment pour un gros club européen, et qui sait après jusqu'où ça peut te mener. Je ne fermerai pas complètement la porte. Après, voilà. Les franchises, elles regardent des mecs d'1m84 qui peuvent scorer aux États-Unis, ils peuvent t'en trouver à l'appel, quoi. Tu vois. Ouais, faut jouer comme si tu fais 1m84, faut jouer comme José Alvarado, quoi. Et du coup, bon, ça, j'ai peur que ça soit souvent une limite. Allez, je voudrais vous parler d'une dernière équipe pour parler de la draft. Une équipe qui n'a pas drafté haut, mais qui s'en est quand même plutôt bien sortie. Je crois que Antoine, tu travailles sur un article sur les grands gagnants et perdants de la draft. Il est posté peut-être même sur Basket Session. Attends, Il n'est pas encore posté. Voilà, il est en plein travail. Une équipe quand même qui sort, je pense, gagnante de cette draft, c'est l'équipe des Mavericks en fait, qui a mis en place plusieurs deals. Allez Antoine, je vais te passer la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'a fait Dallas hier soir? Alors à la base, ils avaient le 10e pick. Ils l'ont envoyé à OKC pour drafter plus bas, drafter en 12. Et dans le lot, dans ce transfert-là, ils envoient Davis Bertans, le contrat de Davis.
J'ai un doute Davis, avec ouais. son frère. Ouais, c'est bien Davis Bertans. Donc, le laiton qui se retrouve à OKC. Donc, ça en soi, en fait, juste avant même qu'on parle des prospects qui ont été pris ou quoi que ce soit, ça en soi, en fait, c'est déjà une victoire. Bertans, s'il ne mettait pas un pied devant l'autre à Dallas, depuis qu'il a signé son contrat, il n'y a plus du tout d'adresse extérieure. Donc, il ne servait plus à grand-chose, on ne va pas se mentir. À partir de là, réussir à se débarrasser de son contrat, c'est déjà une victoire. Derrière, alors là, Shai en parlera mieux que moi, mais en 12, ils prennent Derek Lively. Derek Lively de Duke. Ouais, qui est donc déjà Duke, un certain prestige. Mais juste avant, je te laisserai faire Lively, mais juste avant, quand même, il y a eu un autre move plus tard qui est pour moi ce qui fait que les Mavericks sont gagnants de cette soirée. C'est le move d'après, combiné au départ de Bertans. C'est que derrière, ils ont réussi à faire venir Richaun Holmes, qui correspond à plein de besoins. Déjà, je pense que Richaun Holmes, il avait perdu sa place à Sacramento, mais je trouve que c'est un vrai joueur intéressant. Il avait perdu sa place essentiellement parce que Sabonis a pris tellement de place aux Kings. Mais en vérité, Holmes, il peut faire le boulot. C'est vraiment le rim runner, protecteur de cercle, l'espèce de pivot moderne qu'on voit dans plein d'équipes. Et lui, il est capable tout à fait d'assumer ce rôle. C'est intéressant d'avoir un mec comme ça avec Doncic. Ils avaient besoin d'un protecteur de cercle. Ils avaient besoin d'un mec qui roule fort vers le panier en posant des pick and roll avec Doncic, Kyrie. C'est le parfait complément. Il est payé moins que Bertans, 5 millions de moins. Donc, tu récupères un peu de place sous le cap. Et son contrat est moins long. Donc, et tu as un meilleur fit. Donc, tout ça mis ensemble, en fait, tu te dis, bon, ça, c'est une bonne soirée, tu vois. C'est pas des moves qui te révolutionnent une franchise, mais ça montre une certaine direction intéressante, je pense. Et à côté de ça, il y a donc Derek Lively, Shai, qui, je crois, est un prospect en qui tu croyais. Ouais, je l'avais mis un peu plus haut, je l'avais mis en 7. Ça pouvait être considéré comme un reach par rapport aux autres mocks qu'on pouvait voir à droite et à gauche, mais c'est vraiment un pur pivot, je trouvais très talentueux. Alors à Duke, c'est plus vraiment encore, enfin, là, ils sont dans une période un peu intermédiaire avec le départ de Coach K. Ils sont pas sur leur meilleure période, leur meilleure QV, mais il y a quand même des bons petits joueurs. Et lui, il a vraiment des grosses qualités défensives à l'intérieur, sans oublier, tout en étant quand même bien mobile en attaque aussi. C'est un joueur que j'aimais bien et je trouve que c'est super qu'il atterrisse là-bas parce que c'est un besoin qu'ils ont et il va pouvoir le combler. Je sais pas jusqu'à quel point il sera utilisé, mais ils ont besoin d'un joueur comme ça qui, je pense, est assez mature pour avoir du temps de jeu tout de suite. C'est plutôt bien. Puis ouais, l'opération de lourder le contrat de Bertans, qui est l'ombre de lui-même depuis qu'il a signé ça, depuis qu'il s'est embrouillé avec Evan Fournier, d'ailleurs. Au niveau du timing, c'est un peu ça. Je suis d'accord, bonne opération. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit que Dallas avait fait un truc bien, donc saluons les Mavs jusqu'à la prochaine bévue. C'est clair, mais comme toi, Antoine, Richaun Holmes, je trouve que c'est parfait pour Dallas. C'est effectivement un joueur qui, à Sacramento, a juste été barré par Sabonis, mais c'est pas parce qu'il avait été contre-performant, enfin, c'est pas parce qu'il performait plus. Et je pense que ce qui est intéressant, au-delà de ce que t'as expliqué de son profil, c'est le côté, c'est un joueur dynamique, et je trouve que c'est parfait pour cette équipe de Dallas, qui est quand même poussive parfois en attaque, sur le rythme, sur les aspects dynamiques, explosifs. Là, comme tu disais, sur pick and roll, c'est parfait. C'est un mec qui va aller chercher les ballons hauts sur du alley-oop avec Doncic. Enfin, limite, tu dis, ils n'ont même pas besoin de s'entraîner ensemble. Tu peux les faire jouer demain en match. Ça va coller, ça va matcher direct. Donc, pas mal pour Dallas. Hein. Franchement, comme tu disais, Shai, ça faisait un moment quand même qu'on avait du mal à se dire Dallas a fait un bon choix. Ça remonte vraiment, il y a un moment hein, même sur les trades, on était plutôt tout le temps systématiquement circonspect. Là, je trouve que c'est quand même c'est vraiment plutôt bien joué de leur part, sachant qu'ils n'ont pas eu du tout à la loterie le type de choix qu'ils espéraient. Ils s'en sortent pas si mal au bout du compte. Ouais, on va attendre de voir ce qu'ils font après pour sortir le champagne pour eux, mais le champagne, non, t'inquiète, il reste au frais pour un petit moment encore. Hein. C'est pas encore le moment de le sortir, quoi. Notamment la décision autour de Kyrie, mais en tout cas là sur ce jour de draft, c'est plutôt bien joué, je pense, effectivement. C'est clair. Et dernière, j'arrête pas de dire qu'on va refermer le chapitre sur la draft, mais il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Dernière chose quand même, Cam Whitmore, donc le prospect qui sort de Villanova, qui finalement a glissé au fur et à mesure des jours, et est descendu jusqu'à la 20e place et atterri entre les mains des Rockets. Plutôt bonne pioche au bout du compte pour Houston, non ? Ouais, mais la double peine pour lui, quoi. Ouais. Alors, bon, je l'avais mis 4 aux Rockets dans la mock, mais bon, c'était déjà pas un fit qui m'emballait beaucoup, mais c'était en ayant la vision des Rockets de cette année, hein, peut-être pas ceux de la franchise qui vont
vont essayer de devenir avec Udoka et tout ce qui se fait autour. Mais ouais, la glissade, alors, le bruit commençait à se répandre, c'est au niveau des tests médicaux, enfin le dossier médical était plus... il y avait des trucs un peu planqués dedans qui n'inspiraient pas confiance et ça a glissé petit à petit à tel point que je me demandais s'il allait pas finir au deuxième tour, alors que pour moi, sur le talent et ce qu'il est capable de faire, c'est top 5 de cette classe de draft. Hein. Il y a des équipes qui vont le regretter. Quand tu draftes entre 14 et 20 et que franchement, j'ai pas la liste exacte de toutes les équipes, mais je pense que dedans, il y a quand même du Utah, des équipes comme ça, de pas prendre Whitmore. C'est la même logique qui a fait que Michael Porter Jr. à Denver. J'y pensais, ouais. Vraiment, il y a des équipes. Le mec est jeune, ok, peut-être il y a des antécédents médicaux, mais de toute façon, tu pioches en 17. Qu'est-ce que tu as? Je veux dire, au pire, tu as foiré ton pick 17 en le prenant lui et il a jamais la carrière espérée. Mais là, tu te dis, attends, le gars, il a jamais eu un staff médical NBA, en fait. Il a jamais eu l'argent pour accéder à autant de technologie. Je sais même pas comment exprimer mes mots, mais tu vois, tu sais que peu importe le souci de santé, tu devrais quand même pouvoir essayer au moins lui apporter plus de choses. Et franchement, pas prendre le risque. Atlanta, ils ont pas, tu vois, ils ont pas pris ce mec-là. Toronto, Utah, moi, je pense qu'il y a des équipes qui vont le regretter. Et franchement, les Rockets, au final, ils se retrouvent avec 2 ailiers qui avaient le potentiel pour être top 5 de draft, quoi, sur la même draft, avec Amen Thompson et Cam Whitmore. Et du coup, ça peut être... Et en plus, c'est un joueur, Whitmore, du coup, si j'ai bien compris, un mec athlétique qui défend fort. Ouais. Enfin, il est capable de bien défendre, ouais. Udoka, ça va lui plaire, en fait. Donc, mais par contre, Amen Thompson, il va plus jouer meneur ou arrière. Oui, il va pas jouer 3, mais... Mais Houston, ça va être... Attention, on va avoir un embouteillage. À un moment, ils pourront pas garer tout le monde parce qu'ils ont trop de jeunes à faire jouer qui sont sur des postes redondants. Ils ont des jeunes athlétiques, Marsupilami, ça peut être assez spectaculaire parce que c'est des joueurs spectaculaires qu'ils ont pris entre Thompson et Cam Whitmore. Sans compter Jalen Green qui est... Bon, moi, je suis pas très fan, mais c'est quand même un mec qui est capable de faire un peu le show au scoring. Je suis un peu intrigué par ce qu'ils vont faire avec Udoka que j'identifie pas comme un coach ultra funky dans l'approche. Je suis curieux. Ouais, pour Whitmore, juste, moi, je dirais, je suis fan en fait des mecs qui sont passés par Villanova. J'adorais leur ancien entraîneur Jay Wright et quand tu regardes ce qu'ont été capables de faire des mecs comme Josh Hart, comme Jalen Brunson, comme Mikal Bridges, même comme Saddiq Bey, je me dis qu'il y avait quand même effectivement peut-être, ne serait-ce que sur le pédigré, des choses intéressantes à voir autour de ce joueur. En tout cas, ça va être intéressant. Belle pioche pour Houston, de toute façon, qu'on aura maintenant le luxe de savoir ce qu'il veut faire de ses jeunes et de ce qu'il veut faire, ce que le club veut faire de son avenir à court terme. Est-ce qu'il y a un grand perdant selon vous de cette draft 2023? Est-ce que vous avez identifié que ce soit un joueur ou un club qui sort comme le grand perdant de cette draft? C'est pas facile. Hein. Là, au début, comme ça, pour moi, ne pas avoir pris Scoot Anderson, ça a presque fait de Charlotte des perdants. Mais bon, si Brandon Miller s'avère bon, ça va. J'étais un peu peut-être surpris peut-être par Orlando, même si au final ils ont pris Anthony Black et c'est ce que je leur avais prédit. Mais en ayant le pick 6 et le pick 11, ils ont pris Jet Howard avec le pick 11, le fils de Juwan Howard. Je suis pas sûr qu'il vaille un pick 11. Et alors qu'il y avait encore quelques joueurs, par exemple, ils avaient vraiment besoin d'un gros shooter. Alors Howard il shoot, hein, il est capable de shooter, mais t'as Grady Dick derrière qui, alors outre son costume absolument horrible, c'est quand même un bon shooter. Fallait qu'il aille à Orlando, quoi. Sucks Dick, quoi. C'est ce que tout le monde espérait. Pour le Sucks Dick, je pense qu'ils l'ont pas fait juste pour ça. Mais oui, il y avait peut-être d'autres, je sais pas. J'étais un peu surpris, mais c'est peut-être c'est que moi qui ai fait une fixette dessus parce que j'aime Orlando et que tout le monde s'en fout. Mais sinon, en regardant comme ça, j'ai plus vu d'équipes où je me suis dit bien joué que de fail pour l'instant. Tu vois, par exemple, j'aime bien ce qu'a fait Utah aussi. Ils ont pris Taylor Hendricks que j'aime beaucoup, dont j'avais parlé un peu. Notamment dans la late session juste avant. Ils sont bien renforcés avec Keontae George aussi qui est très bon sur le backcourt. Comme ça, j'ai pas je vois pas trop d'équipes où je me suis dit catastrophe, ils ont fait n'importe quoi. Même Détroit, prendre l'autre jumeau Thompson, c'est pas mal. Comme ça, moi j'ai rien qui me vient. Je sais pas si toi Antoine, t'as un truc où tu t'es dit. Alors c'est ni une équipe ni un joueur, mais la NCAA en fait. Ah ouais, bah oui, ils ont que 2 mecs dans les.
bien Tu vu. vois que maintenant, il y a donc le J-League Init, ça fait un moment que le J-League Init envoie des super prospects. Je parle vraiment des top picks. On sait qu'il y a plein de top picks qui viennent d'Australie. Les championnats européens sont de plus en plus scrutés. Et maintenant, tu as la Ligue Overtime qui met 2 mecs dans les 5 premiers. Donc, en fait, la NCA, tu te dis, mais il y a plein de raisons pour que ce ne soit pas le point de passage. Tu vas toucher de l'argent ailleurs et au final, si tu es bon, de toute façon, tu seras pris très haut. Moi, je ne sais pas du tout ce que vaut la Ligue Overtime. Par exemple, tu vois, Amen Thompson, meneur. À l'échelle NBA, il faudra bien se mouiller la nuque, je pense. Mais tu vois, c'est... Voilà, tu peux aller jouer dans l'overtime. Je suis désolé, avec la fatigue et tout, j'étais pas du tout prêt. Non, mais t'imagines, les Rockets, quand même, c'est ambitieux leur projet de jeu, quoi. Tu te dis, c'est Jalen Green, Kevin Porter Jr. et Amen Thompson qui vont devoir créer du jeu. Un peu... Ouais, ça va être. Vaut mieux que ce soit Alperen Sengun le meneur, quoi, à ce stade. Mais bon, franchement, c'est. Voilà, la NCA, pour moi, est une des grandes perdantes de ce trend actuel. Et je pense que la NCA, à force d'avoir trop voulu rester conservatrice, c'est seulement maintenant. On sait que maintenant, les joueurs ils peuvent toucher un peu d'argent en NCA, mais tu vois, signer des contrats pubs, mais est-ce que c'est pas trop tard, quoi? Est-ce qu'ils n'ont pas raté le coche? On verra. On verra ce que ça donne. Intéressant. En tout cas, tu as bien fait de parler de Grady Dick, Shai, parce que franchement, rien que pour le costume, moi je suis étonné que Adam Silver ait pas tapé du poing sur la table en disant on annule ce pic. Vous pouvez pas prendre ce joueur peut pas monter sur l'estrade le soir de la draft avec un costume pareil. David Stern l'aurait fait tous les jours. Il aurait trouvé le moyen de mettre un coup de pression. Il aurait appelé le FBI. T'inquiète. C'est clair. Le mec se serait retrouvé impliqué dans une affaire de marijuana le soir de la draft, un truc louche qui aurait fait chuter sa cote. Il serait pas monté sur scène pour lui taper dans la main, ça c'est sûr. Allez, je vous propose de refermer là cette page. Encore une fois, si vous voulez tout le détail des analyses, allez sur Basket Session. Il y a déjà énormément de choses à lire. Il y en aura encore qui vont arriver dans l'après-midi, dans la journée et dans le week-end. Donc allez sur Basket Session voir tout ça. Moi, je voulais profiter de l'occasion quand même de revenir sur le gros trade qu'il y a eu hier, avant la draft. C'est donc Chris Paul qui débarque au Golden State Warriors. Vous en avez parlé un petit peu dans la late session spéciale d'hier soir tous les deux et avec Benjamin. Moi, je suis quand même vraiment surpris. On va pouvoir revenir un petit peu sur le détail, je pense, et puis échanger. Tiens, on va revenir sur le détail du trade, tout simplement. Tiens, Shai, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu les tenants aboutissants de cet échange? Mais du coup, ils échangent, attends que je dise pas de bêtises parce que c'était en plein flow hier de trucs, mais c'est Chris Paul contre Jordan Poole. C'est ça, Antoine? Et je me souviens plus combien il y a des pics avec. Il y a un premier tour de draft 2030. Ouais. Et il y a Ryan Rollins. Ah oui, ouais, voilà. Ouais, 2030, putain, c'est vrai que ça. Ils sont allés chercher loin. Il est protégé, je crois. Il est protégé. Ouais, c'est ça. Un pic protégé au premier tour de la draft 2030 et un deuxième tour de draft, les fameux, en 2027. Voilà. Mais donc, de quel côté? Vous pouvez repréciser peut-être pour. Tout va aux Wizards. Tout va aux Wizards à part Chris Paul qui va aux Warriors. Voilà. Ouais, alors moi, je vous propose qu'on parle de ça, parce qu'en fait, c'était vraiment intéressant la discussion que vous aviez hier dans la late session, notamment sur les axes. Alors, est-ce que Chris Paul peut encore apporter, et surtout dans quel rôle? Moi, je vais commencer peut-être, je vais prendre la parole pour commencer. Moi, ce qui m'a vraiment surpris en fait dans ce trade, parce que je remets pas en cause le fait que Chris Paul puisse encore apporter à n'importe quelle équipe en fait, que ce soit une équipe en construction ou dans une équipe qui a des ambitions. Je pense que Chris Paul peut encore apporter. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que je trouve que le style de jeu qui est pratiqué par les Warriors, c'est un style de jeu que Chris Paul a jamais eu l'occasion de jouer de sa vie en fait. C'est vraiment pas du tout la manière dont les Warriors ont l'habitude de jouer, avec quelqu'un qui porte et qui tient beaucoup la balle et qui va diriger le jeu de manière un peu unilatérale. Et je remets pas en cause sa capacité intellectuelle à s'adapter à d'autres formes de jeu et à apporter. On sait qu'il peut être bon malgré tout en spot-up. On sait qu'il peut créer, qu'il trouvera les décalages, qu'il a encore la lecture pour faire tout ça. Que même défensivement, je pense que dans le projet, de la manière dont les Warriors défendent, c'est peut-être même le type de défense dans lequel il peut encore tenir un petit peu sa place. Même si, dans les aides défensives, je veux dire, une fois qu'il est ciblé, c'est mort. Là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ne peut plus tenir vraiment les 1 contre 1. Mais ce qui m'étonne, c'est ça. C'est vraiment dans le jeu offensif, dans le flow offensif des Warriors, j'ai du mal à voir comment Chris Paul peut s'intégrer là-dedans.
Je vous ouvre la question là-dessus. Tout simplement, déjà sur le style de jeu des Warriors et sur Chris Paul, la complémentarité. Vous, quel a été votre sentiment quand vous avez vu tomber ce trade? En fait, moi, je pense il va avoir un rôle secondaire. Et à partir de là, ça ne m'étonnerait pas que justement le deuxième 5 des Warriors, il se joue un peu différemment. Qu'il y ait un mi-chemin qui soit fait entre Chris Paul qui évolue son jeu, parce qu'il a l'intelligence, comme tu as dit, pour le faire. Et je pense qu'il est au stade de sa carrière où il sait bien que c'est que ça va être quelque chose d'obligatoire. Et à mi-chemin, les Warriors qui changent un peu leur façon de faire parce qu'ils ont bien vu, s'il y a bien quelque chose qui ressort de ces playoffs, c'est que Curry, c'était le seul à pouvoir porter la balle. Jordan Poole, à partir du moment où il mettait plus ses tirs, il y avait des pertes de balles catastrophiques. Il a évidemment un potentiel de scoring bien élevé à celui de Chris Paul aujourd'hui, mais Chris Paul va t'apporter beaucoup plus de choses à la création. Et c'était un des points faibles des Warriors, clairement. Hein. Il n'y avait personne d'autre que Curry pour faire ça. Et du coup, dès que Curry sort, c'était catastrophique. Absolument catastrophique. Là, je pense que Chris Paul, il va pouvoir complètement stabiliser cette seconde unité. Affronter des joueurs plus faibles, c'est un détail, mais se retrouver face à des défenseurs plus faibles, Chris Paul, je pense que certaines lacunes physiques, elles vont moins être mises en avant, en fait. Donc moi, après, pour ce qui est du fit avec les autres, concernant les fins de match, c'est là où Chris Paul faudra effectivement, Chris Paul, il aime porter la balle, il aime jouer lentement. Il va falloir toujours bouger. Là, à Golden State, tu es toujours en train de courir, d'aller prendre un écran. Ça peut aussi libérer du Curry sans le ballon, hein, d'avoir Chris Paul. Donc, moi, je pense qu'il y aura vraiment un espèce de 50-50 sur on évolue notre façon de jouer et tu évolues ta façon de jouer. Et je pense que les deux peuvent en sortir gagnants au final. Ouais, moi je me demandais, sur le coup, je me suis dit, alors comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils le mettent dans le 5? Mais alors, dans ce cas, qui c'est qui sort du 5? C'est un peu compliqué, même si sur le papier, un Chris Paul dans son prime, avec Curry un peu plus loin du ballon, Clay lui aussi dans son prime, pas mal, puis Wiggins et Draymond Green en 5. Enfin, il y a un line-up, il y a des line-up sympas qu'on peut voir, même si ces joueurs-là sont plus dans leur meilleure forme. C'est un joueur qui est jamais sorti du banc et on sait que c'est pas facile pour tout le monde de sortir du banc. C'est pas fait pour tout le monde, même s'il a 38, 39, peu importe l'âge, c'est pas facile de se réinventer, de se remettre en question. Tout le monde n'y arrive pas. Surtout quand tu as autant eu le ballon, quand tu as autant été identifié comme un meneur dominant de cette ligue, jusqu'à il y a très peu de temps, hein, quand ils vont en finale, il est excellent, franchement, dans les classements MVP en cours de saison, on en parlait comme d'un potentiel MVP en termes d'importance dans le jeu. Je sais pas, la logique voudrait que oui, il sorte du banc et qu'il ait quand même un beau temps de jeu, mais je sais pas, je pense qu'ils vont tester des choses, ça marchera peut-être pas tout de suite, mais je trouve que c'est un très bon coup parce que j'estimais moi que Jordan Poole, ils en avaient déjà fait le tour, qu'au niveau de l'atmosphère, ils allaient évidemment privilégier Draymond Green. Il y avait quand même une ambiance pourrie, hein, même s'ils avaient mis de l'eau dans leur vin. Franchement, ça se voyait. Même entre Curry et Poole, parfois il y avait de l'agacement. C'est réussir à se dégager du contrat de Poole qui, à terme, à mon avis, aurait été trop lourd à assumer par rapport à ce qu'il apporte. Et tu fais Chris Paul en sachant que tu vises un dernier titre encore. Tu peux encore, la dynastie n'est pas totalement refermée. Honnêtement, j'aime bien. Hein. Ouais, c'est intéressant. En fait, alors bien sûr, moi je pars du principe que Draymond Green reste aux Warriors. Hein. Je pense que quand on fait nos scénarios, c'est ça. Moi, la raison pour laquelle je vois pas Chris Paul pouvoir être titulaire, c'est tout simplement parce que le 5 majeur des Warriors était un des meilleurs 5 majeurs de toute la ligue l'an dernier. En fait, c'était vraiment pas leur 5 majeur qui posait problème. C'était vraiment dans les rotations et bien sûr les contre-performances inexplicables à l'extérieur qui ont plombé la saison des Warriors. Mais sur le fit, effectivement, je partage ton avis, Antoine, dans le sens où je pense qu'il y aura deux manières de jouer et que c'est plus simple si Chris Paul sort du banc pour jouer d'une autre manière, en fait. Parce que ce 5-là, le 5 avec Looney, Green, Wiggins, Curry et Klay Thompson, il fonctionne à merveille. Les mecs se connaissent sur le bout des doigts, ça roule, en fait. Par contre, là où je trouve ça intéressant, effectivement, c'est je pense que Chris Paul avec les remplaçants, c'est quelque chose qui marche pour donner de la cohésion dans le sens maintenir un niveau de jeu intéressant sur la longueur. Je trouve que sa complémentarité avec Klay Thompson, elle est vraiment intéressante. Moi, je pense que voilà, je vois à merveille. Je pense que ça va être ça Comment ils peuvent développer du jeu à deux, et faire vraiment un duo intéressant. Et moi, ce qui m'intéresserait de voir avec Chris Paul l'an prochain, c'est comment il est utilisé en porteur d'écran.
parce que autant physiquement il est limité un petit peu maintenant dans sa capacité à bouger, comme tu disais Antoine, pour s'intégrer au jeu des Warriors. Je vois pas courir dans tous les sens pour prendre 50 écrans. Par contre, en porteur d'écran, je pense qu'il a une vraie valeur là-dedans, parce qu'il a le physique pour, je pense qu'il a le vice pour aussi, et ça je le dis avec énormément de respect. Pour les plus anciens qui se rappellent des écrans de John Stockton à l'époque, on voit bien que c'est pas le format qui donne la qualité d'un écran porté. Et là, je pense que tu peux vraiment commencer à poser les problèmes à la défense avec un Chris Paul qui va porter les écrans à l'opposé du ballon. Tout ça, ça va vraiment être intéressant à voir, mais la grande question, effectivement, malgré tout, on y revient, c'est qu'en play-off, de toute façon, les rotations se restreignent, enfin se réduisent. Ouais. Et là, tu as quand même besoin potentiellement de le faire jouer avec tes meilleurs joueurs. À voir si ça leur donne effectivement plus de flexibilité. Je ne sais pas vraiment si tu peux jouer avec des minutes importantes avec Chris Paul, Steph Curry, Klay Thompson régulièrement dans des séries de play-off, ou si c'est une wildcard que tu peux utiliser si Klay Thompson n'est pas dans un grand soir, si tu as des blessés. C'est ça que j'ai du mal à voir pour l'instant. Moi, je pense vraiment pas que ce soit le plan, en fait. Je pense vraiment pas que l'idée, c'est de faire jouer les trois ensemble. Mais en play-off, une fois que tu joues... Quand Curry sort, Chris Paul, il rentre. À un moment, c'est Klay qui sort pour Curry qui rentre, et t'as Paul et Curry qui jouent ensemble, avec Paul qui pose des écrans à Curry et Curry qui joue souvent sans le ballon aussi. Et ensuite, Paul ressort pour refaire rentrer Klay. Et je pense qu'il y aura une division des minutes très très claire entre les trois. Je pense vraiment pas qu'ils seront souvent ensemble à 3, sauf si vraiment il y a des moments où ça marche et que du coup Kerr se dit ok, je continue là avec les 3. Ouais. Mais je pense vraiment que dès le premier moment où défensivement ça va commencer à craquer, il va ressortir un des 3 et ça sera souvent Paul. Je pense que les jours de Chris Paul titulaire sont derrière lui et je pense que même lui le sait en fait. Je pense que même lui, enfin peut-être pas le sait, mais je pense qu'ils vont très bien lui vendre le programme. Chris Paul, il n'a jamais été champion NBA. C'est sa chance, en fait, là. Mais là, c'est même pas tant titulaire, c'est en fait qui finit le match. Parce que commencer le match, c'est une chose, mais je pense qu'effectivement, même à son âge, je sais pas, s'il joue pour un contender, je suis pas sûr que ça lui importe tant que ça de commencer les matchs. C'est plus qui finit les matchs. Bah, on verra, ça sera entre lui et Klay Thompson selon les match-ups, je pense, et selon la forme de Klay, parce que Klay aussi, il a montré des vraies limites. Faut pas se mentir, Klay, il a montré des vraies limites la saison dernière. On verra qui fonctionne le mieux. Est-ce que ce sera la paire Paul Curry ou est-ce que ce sera la paire Curry-Thompson? Je pense que le plus souvent, c'est Klay qui terminera les matchs, mais ça ne veut pas dire que Chris Paul ne jouera pas dans le 4e quart-temps d'ailleurs, parce que je pense qu'en fait, il peut le faire jouer dans le 4e quart-temps, je sais pas, entre la 12e et la 6e minute. Et après, c'est Klay qui re-rentre, ou inversement d'ailleurs. On verra ce que fera Steve Kerr, mais je pense vraiment que les 3, ils joueront très peu ensemble. Et mine de rien, tu l'as dit, tu vois, ça va apporter une stabilité au niveau. Chris Paul, c'est un mec qui rend les autres meilleurs. On ne peut pas lui enlever ça. Donc en fait, des gars comme Jonathan Kuminga, ils vont prendre tout de suite un autre impact. Jordan Poole, il ne rend pas les autres meilleurs. Donc tu sais que ton banc, peu importe les talents que tu as en fait sur le banc, peu importe les joueurs que tu as sur le banc, ton banc, il ne sera pas très bien exploité à partir du moment où c'est Jordan Poole qui aura le plus de ballons. Et Dante DiVincenzo, il n'est pas assez fort pour rendre les autres meilleurs. Chris Paul, il va rendre les autres meilleurs. D'un coup, des Kuminga, des DiVincenzo, s'il est gardé, ces mecs-là, ils vont tout de suite sembler beaucoup plus intéressants en fait à Golden State. Et franchement, Golden State fait 2e tour de play-off en faisant une saison vraiment très bizarre. Là, il y a moyen recharger les batteries, de faire une... Et je pense que Chris Paul, d'ailleurs, en parlant de Chris Paul qui avait vraiment paru limité, je pense que là, lui, c'est son occasion de se dire ok, je fais un été où je me prépare le mieux possible. J'ai une grosse année à sortir, je la sors maintenant et peut-être on est champion. Et juste, je termine juste vite fait là-dessus, sur le futur de Golden State. Ils ont balancé, c'est Shai, tu avais commencé tu l'as dit, tu vois, ils ont balancé un gros contrat pour récupérer un contrat qui se termine dans un an. Chris Paul, dans un an, il est libre. Klay Thompson, dans un an, il est libre. Tu peux le re-signer pour plus longtemps, moins cher. Tu vois, Klay Thompson. Tu libères de la flexibilité. Et les Warriors, ils étaient partis pour avoir une taxe record année après année après année. Là, au moins, ils se sont dit, en fait, ça se trouve, dans un an, on peut signer Klay Thompson beaucoup moins cher. On perd Chris Paul et on peut de nouveau injecter un peu de sang neuf dans notre équipe. Tu veux dire que Chris Paul, il a fait progresser Kuminga, etc. Tu veux dire que le gars de Théo, Mike Dunleavy, commence son nouveau job sur les chapeaux de roue, c'est ce que tu veux nous dire? Je trouve que pour l'instant, franchement, pas mal du tout. Et apparemment, le rookie qu'ils ont pris, alors moi, je le connais pas du tout. Ah, très très bien, très très bien. Mais ouais,
apparemment, ils ont aussi bien drafté, tu vois. Mec qui, pour pas cher, va te renforcer l'équipe et le banc. Et c'est un gars qui va commencer avec Chris Paul sur le. Je pense vraiment que Chris Paul sera remplaçant. Il y a quelque chose de très intéressant. L'Ouest, les équipes de l'Ouest sont vraiment toutes en train de se renforcer, quoi. Ouais, ils ont Rien que pris dans ce spot, Brandon, on a parlé de Dallas, on a parlé de là maintenant des Warriors. ouais, ils ont pris Brandon Podziemski qui joue à Santa Clara, donc qui n'est pas une fac ultra réputée, mais qui a montré de belles choses, hein. Très fort offensivement, combatif, hein, dans tout ce qu'on avait vu de lui dans les profils avant la draft, ça a l'air d'être un très très joli coup quand même. Bon, et première embrouille entre Draymond Green et Chris Paul, avant ou après le All-Star Game? Ouais, mais ça va, c'est entre OG, tu vois, il n'y a pas le côté jeune con et vieux aigri. C'est deux vieux, ça va être deux vieux aigris, c'est très bien, ils vont régler ça tranquillement, il n'y aura pas de patate qui va partir. Ils vont régler ça à l'ancienne, ils vont rentrer tous les deux dans une pièce fermée, il y en a un seul qui sortira et on verra qui est l'alpha gueulard des Warriors. Mais bon move, je pense. Perso. Ok, bon, bah ça va être intéressant, mais effectivement, je pense, encore une fois, moi, Chris Paul titulaire, c'est pas que c'est impossible, en fait. Je pense que c'est pas dans cette équipe, en fait. C'est ça. Je veux dire, s'il était resté au... Enfin, ceci dit, on en avait parlé déjà sur la fin de saison des Suns. On se disait, voilà, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à faire venir un joueur qui jouerait devant Chris Paul? Ouais. Moi, c'est Chris Paul titulaire dans une équipe qui joue le titre. C'est là où je pense que c'est effectivement... que c'est effectivement fini, et a fortiori, encore une fois, dans l'équipe des Warriors, à cause de la façon dont joue cette équipe et de l'alchimie qu'il y a avec les 5 joueurs titulaires, sur le papier en tout cas, puisque tout l'effectif n'est pas encore reparti. Allez, je vous propose, finalement, il s'est passé tellement de choses cette semaine qu'on n'a pas eu l'occasion d'en reparler, mais vite fait, reparler de l'autre gros trade quand même qu'il y a eu cette semaine, celui qui a vu Kristaps Porzingis atterrir à Boston, Marcus Smart atterrir à Memphis et Tyus Jones atterrir à Washington. Du côté de... Allez, on va commencer peut-être par Boston. Vous en avez parlé déjà dans le CQFR, mais voilà, tête reposée, je vous propose qu'on en reparle un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de ce trade du côté de Boston avec l'arrivée de Kristaps? Moi, j'aime pas trop, finalement. Après, à tête froide, enfin, sur le coup, je comprends un peu la logique. Ils ont essayé d'apporter quelque chose qu'ils n'avaient pas jusque-là. Leurs intérieurs n'ont pas la force de frappe offensive que peut avoir Porzingis, ce profil vraiment très grand, plutôt bon défenseur dans certaines situations de jeu. Mais, je sais pas, perdre Smart, peut-être qu'ils vont le remplacer par quelque chose que je trouverais satisfaisant, et auquel cas, je verrais ce move d'un autre œil. Mais perdre un mec qui est un peu à la base de ta culture, de ta façon de jouer, de la recette qui a fait ton succès ces dernières années. Surtout, visiblement, quand même, il l'a appris, il n'était pas du tout préparé à partir. Donc, je dis pas qu'il devait forcément... c'est la NBA, hein, mais ça fait un peu... j'ai pas trop aimé la méthode. Je suis pas ultra convaincu pour le moment par les bienfaits potentiels. Ça reste un joueur fragile physiquement, même s'il vient d'enchaîner, de faire une saison plutôt pleine avec Washington. J'aime pas la perte de Smart, en fait. C'est vraiment ça, la perte de Smart. Si c'est que pour Porzingis et qu'après les joueurs qui font venir ne ramènent pas, ne serait-ce que partiellement, ce que lui est capable d'apporter, je comprendrais pas le move. Moi, j'avoue, peut-être je pense pas que ce soit un mauvais move en soi. Je pense que Porzingis, il peut les aider. Benjamin, d'ailleurs, dans la late session, soulignait un truc intéressant, c'est que Porzingis aurait pu les aider sur la zone. En tête de raquette, sur la zone du hit. Donc, et offensivement, en fait, j'arrive à comprendre. Je me dis, il va y avoir une espèce de nouvelle... exactement comme tu disais, Shai, au final, tu vois, il y aura... Ça renforce leur rotation, ça leur donne un autre angle. Maintenant, est-ce que, au fait, Boston a besoin de plus d'attaques pour être champion? Je pense que non. Et j'ai pas l'impression que ce soit forcément... En fait, j'ai pas l'impression que ce soit le move qui fait passer Boston, où tu te dis, ah, c'est bon, les Celtics, c'est sûr... Il y a le move qu'il fallait, quoi. Je me dis que juste tu perds quelque chose et tu ajoutes autre chose. Donc peut-être c'est pour ça que je trouve que c'est ni un mauvais ni un bon move. Et par contre, il y avait truc que je trouvais intéressant, c'est qu'ils récupéraient 2 pics. Et moi, l'idée pour moi, c'est que ces pics-là, ils utilisent pour un trade, en fait. Et là, le 25e choix, hier, en fait, les Celtics n'ont pas arrêté de faire des trades hier dans la soirée, à chaque fois pour descendre, en fait. Ils n'ont pas arrêté de descendre. Et du coup, ils n'ont pas pioché en 25, ils n'ont pas pioché au premier tour. En 35, ils ont fait, ouais. Ouais, 35 c'est ou 38, je sais plus. Ils ont fait 35, Julian Phillips, que j'avais même pas dans mes... Mais non, ils l'ont envoyé, il finit même pas à Boston. Ah, il est envoyé, ouais. Et
final, ils piquent en 38, alors qu'ils avaient le 25. Ils n'ont Ouais. pas fait venir de joueurs. Il leur reste un de ces pics-là au premier tour pour aller chercher un joueur. Mais voilà, je pense quand même qu'il va falloir chercher un meneur à un moment. Au final, c'est pas eux Ah qui ouais. récupèrent Chris Paul. On le sait. Bon, du coup, ils ne pouvaient pas faire Porzingis et Chris Paul. J'attends de voir, mais j'ai du mal à me dire que l'an prochain, pour l'instant, Boston, avec Porzingis, va forcément passer un cap. Je me dis juste que voilà, ils seront peut-être plus forts en attaque, puis en même temps, ils vont perdre un peu de défense, un peu de leadership, comme tu le disais. Donc voilà, je suis partagé. Après, c'est quoi? C'est Derrick White qui prend le poste 1 titulaire, quoi. C'est bien, c'est un bon joueur, mais je sais Allez, pas si c'est suffisant. Moi, j'aime plutôt bien ce trade pour Boston, en fait. Parce que je trouve qu'il y a différentes choses. Alors, je suis d'accord sur les aspects symboliques et c'est le cœur de l'équipe. Ça je suis d'accord là-dessus. Malgré tout, c'est une équipe qui est restée sur des échecs en playoff, en fait, avec la même formule. Donc, est-ce que tu continues à te dire, bah ouais, mais on n'a pas eu de chance pour ceci, pour cela? Encore une fois, je sais que c'est peut-être dur de dire ça, mais finalement, l'an dernier, il s'était passé à un tir à 3 points de Jimmy Butler, de même pas faire les finales NBA, peut-être. Ouais. Donc, pour moi, il y avait le côté quand même, est-ce que tu continues avec cette formule qui fonctionne pas vraiment? En ce qui concerne Porzingis, il sort quand même de la meilleure saison de sa carrière. Et moi, je trouve qu'il apporte beaucoup en fait de polyvalence à cette équipe de Boston. Ce que j'aime bien en fait dans le fit de Porzingis à Boston, c'est qu'il peut leur permettre de jouer avec 2 grands, mais de continuer à jouer avec 5 extérieurs en fait. Il va continuer à étirer les lignes. En termes de spacing, je pense que c'est parfait par rapport à ce que Boston apporte. Et en même temps, c'est un vrai protecteur de cercle malgré tout. Physiquement, il était moins blessé que d'autres saisons. Et l'autre truc, c'est que moi j'adore Robert Williams. Le problème, c'est qu'il est souvent blessé. Là, finalement, tu as 2 joueurs qui sont souvent blessés. Et tu peux parier sur le fait que. 3, tu peux même 3 avec Horford. Excuse-moi, je te coupe. Oui, Même oui. 3 avec Horford au final. Exactement. Et Horford qui. Ça serait incroyable qu'il réédite l'incroyable saison qu'il a fait l'an dernier où il était intouchable en termes d'adresse extérieure. Je veux dire, tu peux pas parier sur ça non plus pour si tu as vraiment des objectifs hauts. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que je me dis avec Porzingis, en fait, il peut s'adapter. Boston va pouvoir s'adapter en fonction des situations, en fonction des joueurs qui sont présents ou pas. Ils peuvent jouer big, ils peuvent jouer grand en jouant petit en attaque, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils peuvent faire sortir Porzingis. Si tu joues une équipe comme finalement tu vas jouer contre des grands comme je sais pas, tu joues Philadelphie ou tu joues des équipes comme ça, bah, ils vont être obligés quand même de respecter le tir de Porzingis. Embiid, il pourra pas simplement être en drop en plein milieu de la raquette à attendre de voir ce qui se passe. Tous ces éléments, je les trouve vraiment intéressants. Porzingis, c'est vrai, le problème, c'est historique de blessure qui est lourd. En même temps, finalement, bah, là, il joue aussi son va-tout sur sa saison. Là. C'est cette saison, c'est sur ses performances cette saison qui vont déterminer la suite de sa carrière et de son prochain contrat. Moi, je trouve ça vraiment intéressant du côté de Boston. En tout cas, je trouve que ça a du sens. Après, pour Marcus Smart, c'est vrai, sur les aspects sur le cœur, mais finalement, l'an dernier, le meilleur défenseur extérieur de Boston, c'était pas Marcus Smart, quoi. C'était Derrick White. Ouais. Donc, et qui a été très bon, qui a montré que finalement son adresse à 3 points qu'elle avait trouvé l'an dernier, elle s'est maintenue tout au long de la saison, qui a été décisif, même qui arrache ce match 6 complètement fou face au Heat avec une claquette incroyable dans les derniers dixièmes de seconde. Voilà, moi je trouve que je comprends que ça choque les fans, enfin que ça chagrine les fans de Boston parce que Marcus Smart c'est pas un joueur comme les autres à Boston. C'est le joueur qui était là depuis plus longtemps maintenant, je pense, dans l'effectif. C'était le cœur de cette équipe effectivement. Mais là, t'arrivais quand même à un constat d'échec qui est dur, parce que c'est une équipe qui est tout le temps compétitive, mais finalement, ça leur permettait pas d'aller au bout. Et à chaque fois, on se disait, ouais, mais quand même, Marcus Smart, c'est pas vraiment un meneur. Est-ce qu'il leur faudrait pas une structure de jeu différente? Donc, il y a un moment, je me dis, il faut que tu changes quelque chose, quoi. Donc, c'est Marcus Smart. Et t'as raison, Antoine, ils ont récupéré 2 pics. Alors, même si c'est étonnant ce qu'ils en ont fait hier, c'était quand même. Oui, il en reste un qui peuvent échanger à tout moment pour avoir... Je trouve, en fait, s'il y a un point positif, c'est quand même que leur 5 majeur, il sera plus fort. Ils auront un meilleur 5 majeur. Tu as quand même 3 mecs à 20 points dans ton 5 et un des 3 qui... Enfin, tu vois, Porzingis, c'est un autre type de scoring, tu vois, comme disait Shai. Donc ça, c'est cool. C'est à voir. Je me dis... Moi, en fait, quand je dis que c'est pas un bon trade, c'est dans le sens où j'arrive pas à me dire que c'est ça qui va les amener tout en haut, tu vois. Mais dans l'idée, tu as un meilleur 5 majeur. À voir. En tout cas, je pense perdre Smart, c'est plus simple depuis que White il s'est vraiment révélé. C'est quoi. clair. C'est clair.
Mais tu sais, après, vu là où ils sont, en fait, tu peux pas. C'est dur de dire, tu fais un trade qui va révolutionner ton équipe. Là, Ouais. tu es vraiment sur des détails. Rappelez-vous, l'été dernier, quand ils ont chopé Brogdon, on s'est dit, ah bah, ils vont être injouables cette année. En fait, Boston, ils ont le roster le plus long. Et puis après, bon, il s'est passé tout ce qui s'est passé autour de Dime Udoka et compagnie. Mais finalement, c'est vraiment sur des. Voilà, finalement, ils font un match 7 de finale de conférence. Ça se joue, ça se Ouais, joue ça vaut pas dans les grand-chose. petites lignes, quoi, maintenant, quand tu es à ce niveau-là de la compétition, quoi. Et l'Est, au final, enfin, l'Est s'affaiblit, c'est pour l'instant. On verra ce que donne la free agency, mais donc Milwaukee repart avec un nouveau coach. Et Porzingis aussi, ça colle sans doute mieux avec l'idée de Mazzulla qui allait reporter sur Ouais. l'attaque. Mm. Là, pour le coup, il a vraiment une équipe qui peut. Et on a vu, hein, les Nuggets avaient une très bonne défense, mais les Nuggets, ça restait quand même c'était une équipe surtout portée sur l'attaque. Ça ne change rien tu vois, à tout ce qu'on a, l'importance de la défense et le plancher, mais ça montre aussi que tu peux construire une équipe très offensive qui gagne un titre. Voilà, ce qui pendant des années, on était toujours non, faut être tourné sur la défense, etc., etc. Même si Donc, Porzingis est un bon défenseur, est quand un même. bon défenseur, oui. Non, mais les Celtics peuvent encore être très bons en défense, tu vois, avec White, avec Brown, avec Tatum, avec Robert Williams, avec Porzingis, tu as un 5 où il n'y a pas de mauvais défenseur, en fait. Et il y a un 5 majeur qui sera potentiellement très fort. Donc à voir. J'ai peur que les limites résident toujours sur cette espèce de zone floue sur qui est Tatum et est-ce que Tatum est un mec qui t'amène au titre ou pas, en fait. J'ai l'impression que la ligne sera toujours là, en fait, pour moi, avec Boston. C'est de savoir qui est Tatum. J'ai l'impression qu'on ne sait toujours pas encore vraiment. Est-ce que c'est un mec qui veut gagner? Est-ce que c'est un mec qui veut briller? Est-ce que lui, il comprend ce que c'est gagner? J'ai l'impression que la ligne floue, elle est là. C'est l'autre élément que je trouvais intéressant. Alors c'est peut-être un pari avec l'absence enfin le départ de Marcus Smart, c'est que maintenant ça force les joueurs à s'imposer, quoi. Ouais. Il faut qu'il y ait un leader qui se dessine et tu peux plus simplement dire ouais c'est Marcus notre leader dans le vestiaire, etc. Ça peut pas non plus être que Horford, et quelque part je me dis bah c'est peut-être un pari, mais c'est aussi mettre les joueurs dont tu parles, notamment Tatum mais aussi Brand, devant leurs responsabilités un peu là. Maintenant voilà, le grand frère il est parti, il faut que quelqu'un step up et prenne cette responsabilité qui va avec le statut et avec le salaire qui sont les vôtres, quoi. Et à côté de ça, juste un mot pour dire que je trouve par contre que le trade pour Memphis, il est magnifique, quoi. Parce que tu récupères, voilà, tu sais que tu n'as pas ton meneur pendant 25 matchs, tu récupères un gars qui pourra jouer avec lui après en revenant, qui est totalement adapté à la culture Memphis, un peu besogneux, qui va se battre. Enfin, ouais, du point de vue de Memphis, je trouve ça super, en sachant qu'ils ont dû se séparer que de 2 tours de draft. Enfin, je trouve ça très bien. C'est vraiment un bon move pour les Grizzlies. Même s'ils ont dû perdre Tyus Jones, voilà, donc vous savez que je l'aime bien et je suis content qu'il trouve sans doute une place de titulaire au NBA à Washington. Mais ça reste, je pense que Memphis c'est quand même je les vois bien être gagnants de ce trade. Ouais, ça va être compliqué parce qu'effectivement, ils ont quand même dû lâcher 2 tours, enfin 2 pics quand même. Tyus Jones qui était un très bon joueur. C'est vrai, limite, j'ai l'impression que Marcus Smart compense plus le départ de Dillon Brooks Oui. qu'autre chose, en fait. Parce qu'il leur permet quand même d'avoir un meneur, enfin voilà, un joueur qui va jouer meneur, et en même temps, côté fort défenseur, un peu. Alors il est pas, j'allais dire. J'allais dire fouteur de merde, mais en fait c'est pas ça, en fait. Il est pas comme Dillon Brooks à se côté pour tout. Par contre, voilà, il donne le ton quand même défensivement. C'est un mec qui va pas se laisser marcher sur les pieds, et en ça franchement il colle parfaitement avec avec la culture de, ça fait penser au grindfather Tony Allen à l'époque, bien sûr. ancien transfuge des Celtics, déjà arrivé à Memphis et Bah là, qui a battu toute sa légende. C'est Tony Allen, mais meilleur en attaque, quoi, quand même. Parce que Oui, bien sûr. Smart il peut tourner à 15 points de moyenne. C'est un playmaker tout à fait compétent. Après, voilà, on l'a surtout connu en tant que défenseur. Mais je suis assez content en tant qu'amateur des Grizzlies. Plutôt satisfait. Ils ont quand même les deux derniers meilleurs défenseurs de l'année ensemble. Hein. Ça fait pas forcément gagner une équipe, mais Smart et Jaren Jackson Jr., je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'NBA que 2 mecs qui ont gagné sur des années consécutives jouent ensemble, jouent dans la même équipe. Ouais, c'est parce que Scottie Pippen n'a jamais été élu défenseur de l'année. Sinon Ça, c'est les anomalies. Non, mais en tout cas, voilà, ça va être... effectivement, je pense qu'il va se fondre totalement, immédiatement dans le collectif de Memphis. Ça donne aussi un mec qui, pour le coup, va pouvoir jouer le rôle qu'il jouait dans le vestiaire à Boston, à Memphis. Et ça, c'est vraiment tout... Memphis avait besoin de ça. Je pense que c'est je pense que c'est quand même un bon deal pour... Moi, je trouve que c'est un bon deal pour les deux équipes, en fait. Ça explique... Enfin,
je trouve que ça a du sens pour les deux équipes, pour des raisons totalement différentes. Mais ça va être intéressant à suivre. Allez, on a déjà poussé un peu long ce podcast. Je vous propose qu'on referme la page là-dessus. Encore une fois, je vous invite à aller voir sur Basket Session, lire voilà, tous les papiers qu'on a pu poster et qui sont encore à venir. Nous, on se retrouve dès lundi prochain, reprise du CQFR dès le matin, et puis podcast à nouveau et quotidiennement du lundi au vendredi. On vous proposera des contenus, que ce soit sur YouTube ou sur votre plateforme de streaming préférée. On sera à l'affût en tout cas, parce que maintenant, ça a bougé hier, mais ça n'a pas fini de bouger. Ouais. Tout ça, on va continuer à suivre. Donc, suivez-nous sur les réseaux, sur Basket Session, sur nos plateformes. On va continuer de suivre ça de très très près. Bravo Chat et bravo Antoine pour tout le taf enchaîné entre les playoffs, les finales, la draft. Maintenant, il y a la free agency qui va débuter. Ça va pas être de tourpeau. Bravo à tous pour tout ça en tout cas. Et puis, on se retrouve dès lundi. Ciao les gars. Ciao. Yes, ciao. Game is out there, and it's either play or get played.